Monsieur le député Pierre Cordier, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette 58e réunion parlementaire organisée par Contribuables Associés, réunion qui sera présidée par Monsieur le député Pierre Cordier, député de la 2e circonscription de l'Arvennes, membre de la Commission des Affaires étrangères et conseiller départemental. C'est bien ça. Cette réunion a pour thème politique de la ville, des milliards d'euros d'argent public, pour quels résultats? Nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste de ce sujet, Michel Auboin. Michel Auboin a effectué une grande partie de sa carrière au ministère de l'Intérieur, où il a successivement été directeur d'administration centrale, préfet et inspecteur général de l'administration. Ses travaux ont porté sur l'administration des territoires, la question des banlieues et les violences urbaines. En 2016, Michel Auboin rend à Manuel Valls un audit général des politiques publiques à Grigny. Il est également l'auteur d'un livre « 40 ans dans les cités », d'une enfance en HLM au ministère de l'Intérieur, aux éditions Presse de la Cité. Alors, la politique de la ville, donc, selon Contribuables Associés, mais pas que, est un véritable désastre, au moins à 2 titres. En termes de résultats, tout d'abord, pas un jour ne se passe sans que les forces de l'ordre, les pompiers, les médecins, les institutions, les riverains ne soient attaqués, quand ce ne sont pas les bandes rivales qui s'affrontent elles-mêmes, comme ce fut le cas samedi encore dans Paris, où des tirs de mortier ont été tirés. L'État dénombre 1514 quartiers prioritaires situés dans 859 communes. Pire, la France compte 62 quartiers de reconquête républicaine, dit autrement 62 quartiers dans lesquels l'État de droit n'a plus cours. Le deuxième échec de la politique de la ville est financier cette fois-ci. Entre 200 et 400 milliards d'euros ont été engloutis en moins de 40 ans, tout cela financé avec l'argent des impôts des Français. Ce sont les raisons pour lesquelles Contribuables Associés s'est saisi de ce sujet depuis de nombreuses années déjà. À ce titre, je vous recommande vivement la lecture de notre dernier numéro spécial « Politique de la ville » de Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, qui vous avait été adressé, mais que vous pouvez également vous procurer sur le site touscontribuables.org. Mais sans plus attendre, je cède la parole au député Pierre Cordier pour l'introduction de ce sujet, suivi de l'exposé de Michel Auboin, et puis ensuite vous pourrez poser vos questions à la fin de son intervention. Monsieur le député, c'est à vous. C'est bon? Ok. Bien. Cher Eudes, merci. Michel Auboin, merci à vous. Et merci à Contribuables Associés d'organiser cette rencontre sur la politique de la ville. Ça faisait un petit moment qu'on souhaitait organiser. Je prie d'excuser toutes les personnes qui nous écoutent ce soir des quelques retards qu'il y a eu suite à un certain nombre de difficultés en termes d'agenda parlementaire. Vous remercier d'organiser cette rencontre sur la politique de la ville parce que qui n'est pas concerné finalement dans son département? Il y a des départements bien entendu très ruraux, mais même dans les petites villes, et on en parlera tout à l'heure sur la requalification d'un certain nombre de quartiers ou des zones qui ont été remises en cause en 2014. Je crois qu'il est important de se pencher sur ces questions parce que ça concerne l'aménagement du territoire, ça concerne les finances publiques, ça concerne bien entendu tous les contribuables, et je crois qu'il est sain à un moment ou à un autre de faire le bilan après une trentaine d'années de politique de la ville exercée par des gouvernements de toutes tendances politiques et de regarder finalement quel est le résultat. Vous en avez évoqué un certain nombre il y a quelques instants. Et se dire aussi finalement en quoi les citoyens de ces quartiers ont pu bénéficier de cet argent, comment il a été dépensé et quel est le résultat, je viens de l'évoquer il y a quelques instants. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres que vous venez d'évoquer parce que tout le monde les a bien à l'esprit. Simplement la question qui se pose tout de suite à l'esprit
l'esprit des contribuables, c'est de savoir si, après toutes ces années et après ces mises en place, ça a été évoqué, Michel Auboin, par vous tout à l'heure, quelles que soient les tendances politiques aux affaires, la gauche a mis en place cette politique, la droite ne l'a pas remise en cause en tous les cas, et aujourd'hui, le gouvernement En Marche Modem a repris aussi exactement, ou à peu de choses près, les mêmes critères par rapport à un certain nombre de financements, même si on sait qu'en 2014, le gouvernement précédent avait, avec Myriam El Khomri, remis en cause un certain nombre de principes et qui a eu pour conséquence, et j'en parle très concrètement dans ce petit département qui est le mien, le département des Ardennes, qui a vu des zones, des petites villes de 5 000, 6 000, 7 000 habitants qui bénéficiaient de crédits politiques de la ville, notamment pour le monde associatif, avec des partenariats aussi, parce qu'on évoque les fonds d'État. C'est important, mais il faut savoir aussi qu'au niveau des financements d'un certain nombre de dispositifs, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les villes, voire les intercommunalités mettaient aussi au pot, et que ces crédits d'État appelaient d'autres crédits. Donc je crois qu'il serait aussi intéressant de se pencher sur les crédits des collectivités territoriales qui ont été mis sur la table pour aussi partager la dépense et regarder avec eux quelles peuvent être les conséquences et l'efficience des dépenses de l'argent public en question. Moi, je voulais aussi insister sur tout ce qui concerne la politique de la ville au sens urbanisation, parce que c'est vrai qu'on évoque souvent la politique de la ville à travers des aides au monde associatif, au monde culturel, au monde sportif, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui permettaient à ces habitants d'avoir des crédits supplémentaires pour pouvoir organiser un certain nombre de choses, mais il y a aussi tout le volet urbanistique qui a été mis en place par Jean-Louis Borloo et qui a permis, il faut le reconnaître quand même, avec cet argent de l'État principalement, même si les collectivités locales ont pu aussi mettre de l'argent au pot, c'est le cas dans le département des Ardennes, où le conseil départemental, le conseil général de l'époque, avait mis 28 millions d'euros sur la table pour la rénovation urbaine, certes à Charleville-Mézières, mais aussi à Sedan et dans des petites villes de la vallée de la Meuse. Donc je m'excuse de parler du département que je connais le mieux, mais je crois que pour illustrer finalement tout ça, c'est important d'en parler. Catherine Vautrin avait repris aussi le ministère de la Ville par la suite. Elle a poursuivi cette politique de rénovation urbaine, et j'allais dire que tous ces grands ensembles, même si tout n'a pas été réglé partout, a permis, malgré tout, même si ça compte beaucoup en termes d'esthétique, parce qu'il n'y a pas que le logement social qui a été revu, il y a un certain nombre, par exemple, des parcs verdoyants qui ont été créés, des nouvelles voies, etc., avec un habitat qui était quand même particulièrement concentré, qui a permis aussi, avec des constructions nouvelles, dans des ensembles plus humains, de faire en sorte que les gens, les habitants, se sentent mieux dans ces quartiers. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Et au-delà de tous les dispositifs, alors j'en ai recensé quelques-uns, excusez-moi pour ces acronymes, mais je voulais quand même les citer depuis un certain nombre d'années. On a eu les US, alors zones urbaines sensibles, les ZRU, les zones de redynamisation urbaine, les ZFU, les zones franches urbaines, le PNRU, les programmes nationaux de rénovation urbaine, le GPV, les grands projets de ville, les GSUP, la gestion sociale et urbaine de proximité, les CUX, les contrats urbains de cohésion sociale. Tout ça pour dire quoi? C'est que depuis un certain nombre d'années, tous ces dispositifs se mettent les uns sur les autres. C'est des millions d'euros qui alimentent ces dispositifs, et qu'en réalité, on ne se rend pas réellement compte du résultat. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec des mouvements, on pourrait en citer sur l'année 2021, dans le quartier de la Duchère à Lyon, à Bron, à Rieux-la-Pape, en Picardie, où il y a eu un certain nombre, et il y a quotidiennement d'ailleurs, des mouvements de provocation à l'égard de la loi, à l'égard des pouvoirs publics en général, finalement, qui nous fait dire, finalement, tout cet argent, on en a mis beaucoup, et aujourd'hui, alors, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'il a été mal dépensé? Est-ce qu'il a été mal réparti? Moi, j'ai des souvenirs très précis dans ce département des Ardennes, où les crédits qui étaient mis en lien étroit avec les collectivités locales, c'était effectivement des millions et des millions d'euros pour un département très modeste comme le nôtre, et qu'au bout du compte, on ne se rendait pas forcément compte
compte de l'efficience et de la manière dont l'argent était dépensé et surtout quel progrès ça pouvait apporter. Alors, il y a aussi des contradictions et je terminerai par là. Dans ce département des Ardennes, par exemple, il y a des communes où on est, monsieur le préfet, à des taux de chômage qui avoisinent les 25%. Dans cette vallée de la Meuse qui connaît cette reconversion industrielle particulièrement difficile. Les communes ont été retirées par le gouvernement socialiste précédent, ce qui a quand même secoué un petit peu les populations, avec une tradition, je me dois de le dire, finalement très à gauche, très socialiste sur cette vallée de la Meuse. Et les gens ont été très surpris qu'un gouvernement socialiste remette en cause un certain nombre de critères politiques de la ville qui a retiré finalement des moyens, où on est passé de politique de la ville, quartier prioritaire, à ce qu'on a appelé veille active. Alors ça, c'était fait pour faire plaisir un petit peu aux villes, en disant non, mais vous resterez quand même dans le dispositif, mais vous n'y serez pas vraiment. On va vous mettre dans un truc intermédiaire qui s'appelle veille active et qui vous permettra quand même de récupérer quelques fonds. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui se faisait avant. Et en tous les cas, aujourd'hui, ces quartiers, ces petites villes qui connaissent cette reconversion industrielle particulièrement difficile, souffrent énormément aussi parce qu'il y avait des crédits, il faut le dire, certes qui étaient mal dépensés, mais aussi des crédits qui étaient bien dépensés avec des pouvoirs publics qui étaient là pour surveiller la manière dont cet argent était dépensé. Donc voilà, ça c'est des éléments fondamentaux qu'il faut évoquer ce soir. Et puis moi je le dis, chez moi par exemple, dans ces petites villes en difficulté, il y a des écoles qui sont classées en réseau d'éducation prioritaire, voire même en REP+, qui leur permet à ces écoles d'avoir des enseignants en plus, d'avoir des moyens supplémentaires. Mais par contre, on aura retiré les critères politiques de la ville, ce qui ne permet plus de donner ce petit coup de main qui était quand même intéressant pour ce monde associatif et culturel. Donc voilà, je crois qu'il y a une harmonisation à mettre en place au niveau de l'État, qu'on ne peut pas d'un côté retirer des crédits, de l'autre côté classer des quartiers qui restent en veille active ou des écoles en réseau prioritaire. Voilà, il faut faire des choix. Si on veut mettre le paquet sur des secteurs en difficulté, on le dit clairement. Voilà ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, en contrôlant la dépense publique, parce que c'est notre argent et ça me paraît être fondamental, mais on ne peut pas être à deux poids, deux mesures dans le cadre de ces quartiers. Alors bien sûr, quand je cite le département des Ardennes, les personnes qui nous écoutent doivent dire « Oh là là, ça c'est un petit département, oui, 280 000 habitants par rapport à toutes ces zones autour des grandes villes, des grandes métropoles, où il y a aussi une autre problématique, mais il ne faut pas s'imaginer que dans des petits départements, je sais qu'il y a des parlementaires qui nous écoutent, qui sont aussi élus dans des départements assez ruraux, où il y a des petites villes, où il y a aussi des difficultés. Donc c'est le point sur lequel aussi je voulais m'arrêter. J'ai eu beaucoup de fois l'occasion de questionner Jacqueline Gouraud qui s'occupe de ces questions au niveau du gouvernement, mais c'est pas à l'ordre du jour, en tous les cas, de revoir ces critères. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel la prochaine majorité parlementaire devra s'attacher avec beaucoup d'attention. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député, pour cette introduction. Je propose maintenant que Michel Auboin nous fasse part de son expérience et de son expertise sur ce sujet. Merci. Après cette introduction du député qui donne une image assez claire d'ailleurs de ce qui se passe sur le terrain. Alors moi je vais peut-être dire d'emblée que l'une des difficultés de la politique de la ville quand même, et depuis le début, quelle que soit la façon dont on l'appelle d'ailleurs, parce que vous l'avez dit fort bien, ça a beaucoup changé de nom, c'est que son objet a d'une certaine façon jamais vraiment été défini. C'est une politique publique comme d'autres politiques publiques, sauf que les autres politiques publiques, vous savez à peu près quel est leur objet, et donc vous pouvez mesurer leur efficience, alors que celle-ci, franchement, depuis le début, vous cherchez exactement quel est son objet. Quand vous faites une politique de développement agricole, vous savez que c'est pour développer l'agriculture. Si vous faites une politique fiscale, vous savez que c'est pour accroître l'efficacité et la fiscalité. Si vous faites, moi j'étais directeur de la politique de l'intégration des étrangers en France, ma politique était assez claire. Il s'agissait donc d'apprendre aux étrangers arrivés sur le territoire à parler le français, à s'intégrer, à avoir un emploi et ensuite à devenir français. C'est une politique qui était assez facile à afficher. La politique de la ville, au bout du compte, vous ne savez pas très bien de quoi elle parle. Et pour ça, il faut sans doute remonter à l'origine pour comprendre où était l'ambiguïté initiale. Tout démarre en France en 1980, pendant l'été 1980, avec les émeutes aux Minguettes et à Vaux-en-Velin. À l'époque, des rodéos de motos et des rodéos automobiles, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses, et donc ça a créé un émoi important
dans le pays. Pour les plus anciens dont je fais partie, on voit très bien les images encore qui étaient dans la presse et qui passaient en boucle à la télé. Et donc, aussitôt, réponse du gouvernement de l'époque, les jeunes s'ennuient, il faut leur donner des choses à faire, et on monte les premières opérations qui s'appellent les opérations anti-été chaud. C'est déjà une appellation un peu étrange, mais enfin, c'était le premier objet de cette politique. Et puis ensuite, il est arrivé un autre mode d'explication qui était fondé sur l'urbanisme. C'est une vision peut-être un peu parisienne d'ailleurs, qui était que comme c'est les jeunes qui nous posaient des problèmes, puisqu'il s'agissait des jeunes d'abord, vivaient dans des grands ensembles, c'est sans doute les grands ensembles qui provoquaient ces difficultés. Et donc on a élaboré d'autres formes de politique, notamment habitat et vie sociale dans les années 85-86, et puis de fil en aiguille, on a élargi le spectre de cette politique, à chaque fois sur des fondements qui étaient supposés mais pas vérifiés. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amenait les jeunes à provoquer des incidents, de plus en plus graves d'ailleurs tout au long de l'histoire, et jamais les mêmes jeunes, parce que quand même tout ça dure depuis maintenant plus de 40 ans, et donc on voit bien que c'est pas les générations de 81 qui, depuis son grand-père, qui sont celles qui sont en train de provoquer, à l'heure où je vous parle d'ailleurs, parce que j'avais un coup de fil tout à l'heure, des émeutes, je ne sais plus dans quel quartier, donc comment et pourquoi ces jeunes continuaient à se manifester sous ces formes violentes. Et donc, tout ça a servi de fondement à la politique de la ville, mais d'une certaine façon, on n'a jamais vraiment dit ce qu'était la politique de la ville. Et aujourd'hui, quand vous lisez les documents officiels et ceux qu'on trouve sur les sites du ministère et du gouvernement, vous entendez parler de notions qui sont certes imagées et qui peuvent peut-être parler à une partie de la population, mais qui d'une certaine façon sont quand même difficiles à encadrer et qui permettent pas vraiment de dire quel est l'objet des mesures qui sont mises en œuvre. Cohésion sociale, mixité sociale, lutte contre les inégalités sociales et urbaines, ça c'est les derniers mots utilisés. Moi, plus j'y réfléchis, et moi je comprends exactement quel est l'objet de cette politique. Déjà, la politique de la ville. Alors, pardon de le dire, alors depuis le début, on tourne autour de ce nom. De quelle ville on parle et pourquoi on a une politique de la ville? Est-ce que c'est une politique? On est entre nous et on est en France, donc on se comprend à demi-mot. Mais dès que vous évoquez ça à l'étranger, moi ça m'est arrivé d'en parler dans des instances européennes, mais personne ne comprend de quoi on parle. La politique de la ville en France. De quelle ville? Quelle ville on veut traiter? Est-ce que les villes ont des problèmes particuliers? Est-ce que c'est un problème d'urbanisme? Non, c'est des problèmes de quartiers urbains qui sont d'ailleurs peu intégrés dans les villes, il faut bien dire, et pour lesquels on n'a pas trouvé de terme. On a réinventé ensuite, parce qu'on a quand même ce problème sémantique a été saisi, et donc on a fini par parler des quartiers dit de la politique de la ville. Voilà, donc on est arrivé à ça. Donc on a bien défini qu'il y avait des quartiers qui étaient dits de la politique de la ville, mais quand on parle de lutte contre les inégalités sociales et urbaines, on pense que l'objet, c'est de lutter contre les inégalités urbaines. Ça voudrait dire qu'il y a des grandes inégalités dans l'habitat et qu'il faut les résoudre, ou qu'il faut lutter contre les inégalités sociales. Donc tout le monde comprend ce que c'est, sauf que personne n'en a du tout les mêmes définitions. En fait, ce qui est étrange, c'est quand vous êtes dans les quartiers et que vous posez la question aux habitants que vous rencontrez, tous vous disent « Nous, notre problème, c'est l'insécurité », objectivement. Et depuis le début, c'est bien la sécurité qui est le fondement de cette politique. J'étais dans l'Essonne en 2005, en novembre 2005, quand ont éclaté les émeutes urbaines. Vous vous souvenez sans doute, les images tournées en boucle, non pas uniquement sur les télés françaises d'ailleurs, mais dans le monde entier. Ça donnait une image absolument catastrophique de la France. Moi, j'étais à la préfecture d'Évry. On avait les 3 gros quartiers autour de la préfecture, Grigny, la Grande Borne, Corbeil, les Tarterets et Évry, les Pyramides, qui entouraient le site, étaient en flammes, en feu. Les hélicoptères patrouillaient sans arrêt au-dessus, on se serait cru dans des scènes de guerre. Bon, on a éteint comme on a pu cet incendie.
Je me souviens très bien de Nicolas Sarkozy débarquant un soir dans la préfecture pour tenir une réunion, parce qu'on était pratiquement au bord de la guerre, disant « J'annonce une nouvelle mesure, on va créer les préfets délégués à l'égalité des chances ». On a créé 5 préfets délégués à l'égalité des chances. Et d'un seul coup, espèce de trouble dans mon esprit en me disant, voilà, on est au bord de quelque chose de très grave, qui d'ailleurs continue à fonder nos difficultés, parce que d'une certaine façon, on n'a pas vraiment gagné cette guerre, et c'est depuis qu'on est en difficulté. Et le ministre de l'Intérieur annonce la création de 5 postes de préfets. D'ailleurs, il n'a pas annoncé 5 postes de préfets chargés de la sécurité dans les quartiers, il a annoncé 5 postes de préfets chargés de l'égalité des chances. De façon très... Et depuis le début... et j'en ai parlé parfois à des ministres chargés du thème, depuis le début, on est dans cette ambiguïté. Sauf que, en fait, année après année, s'est créée une administration de la politique de la ville, qui d'une certaine façon s'est autonomisée et qui amène, sans doute explique la difficulté du positionnement des ministres les uns après les autres, y compris de ce gouvernement, à savoir quoi faire avec ce sujet, sauf à reprendre des recettes qui ont déjà été utilisées, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, il y a les deux, hein, mais sur lesquelles on n'a jamais redéfini les attendus de base. Et ça, je pense que c'est quand même une des grandes difficultés, et ça nous place dans une situation d'isolement complet par rapport à tout le reste des autres pays européens, parce qu'on est quand même les seuls à faire une politique dite de la ville. Donc on ne sait pas, et on n'est pas les seuls à connaître des difficultés, hein, loin de là, bien sûr. On en a beaucoup actuellement, par exemple en Suède, pour des raisons qui sont un peu similaires aux nôtres, mais franchement, ils ne le traitent pas du tout comme on le ferait sur le mode de la politique dite de la ville à la française, quoi. Et personne, je pense, vient nous voir en disant comment vous faites, comme une leçon. Parce que si vous regardez ça de l'extérieur, vous vous dites, chaque année qui passe depuis 40 ans, ou un peu plus d'ailleurs, enfin 40 ans, exactement 40 ans d'ailleurs, bientôt. Chaque année qui passe, on met beaucoup d'argent, objectivement, on a mis 10 milliards d'euros l'an dernier, et chaque année qui passe, on ne peut pas vraiment dire que la situation se soit apaisée, du point de vue de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas traité d'autres sujets par ailleurs. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a quand même des quartiers qui, eux, se sont apaisés. Il y a des quartiers que je suivais dans les années 80-90, qui aujourd'hui sont des quartiers devenus tranquilles. Donc en fait, est-ce que c'est lié ou pas à la politique de la ville? On ne sait pas. Est-ce qu'on peut le mesurer ou pas? On n'en sait rien. Parce que pour le mesurer, il aurait fallu mettre en place des outils scientifiques. Peut-être qu'il aurait fallu faire des comparaisons entre des quartiers qui n'auraient pas été traités et des quartiers traités. C'est une méthode qu'on utilise aux États-Unis. Nous, on n'a pas fait ça. Et donc, on n'a pas d'outils pour mesurer l'efficacité de la politique de la ville. Le ministère a un observatoire de la politique de la ville, qui est d'ailleurs présidé par un collègue, le préfet Cordet. Objectivement, vous allez sur le site, vous ne comprenez pas, parce qu'à part des taux de chômage, des taux de réussite à l'école, etc., vous ne voyez pas la différence entre ce qui se fait, l'action de la politique de la ville et l'action des autres politiques qui sont menées sur le terrain, politique de l'éducation nationale, politique de sécurité, etc. Donc vous avez un vrai problème pour comprendre le fonctionnement de ce sujet. Alors, dernière illustration, la Cour des comptes, chaque année, pendant plusieurs années, a fait un rapport annuel, comme elle le fait, sur cette grande politique coûteuse, hein, de la politique de la ville. Et puis un jour, la Cour des comptes s'est rendue compte qu'elle avait du mal à saisir quel était l'objet de la politique et donc du coup à mesurer son efficacité. Il y a eu des débats, j'ai été appelé un jour à évoquer cette question à la Cour des comptes. Moi j'ai dit que je ne savais pas le définir, donc j'ai dit à peu près ce que je dis aujourd'hui. J'affine un peu mon message depuis que j'ai le droit de parler, parce que pendant longtemps j'étais soumis au droit de réserve, mais et la Cour des comptes a arrêté de faire un rapport sur la politique de la ville. Et puis l'an dernier, en 2020, elle a pensé qu'elle pouvait prendre simplement un des éléments de la politique de la ville et d'essayer de mesurer les conséquences des mesures qui sont mises en place. Alors l'objet, sa porte d'entrée, ça a été l'attractivité des territoires. Parce que dans les items de la politique de la ville, il y a la politique de la ville concourt à l'attractivité des territoires. Attractivité des territoires, ça se mesure. Ça veut dire que vous pouvez faire venir dans ces quartiers des gens qui n'y habitent pas
En fait, d'une certaine façon, c'est le contrepoint de la mixité sociale. C'est-à-dire, vous faites venir dans les quartiers des gens qui sont un peu plus riches que ceux qui s'y trouvent, et vous permettez à des gens les plus pauvres des quartiers de choisir d'aller dans d'autres quartiers. Alors, si vous faites l'attractivité des territoires, évidemment, vous aboutissez à une conclusion qui, pour un élu de base, était évidente, mais il fallait que la Cour des comptes le mesure. Elle l'a fait, elle a mis beaucoup de moyens pour ça, et la conclusion est terrible, parce que, en fait, du seul point de vue de l'attractivité des territoires, la politique est absolument inefficace. Il n'y a pas une personne qui a des revenus un tout petit peu plus élevés qui accepte d'aller vivre à la Grande Borne, à Grigny, par exemple, évidemment. Oui, et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les territoires se distinguent en fonction de la sécurité. Donc c'est évident que vous allez choisir d'habiter dans un endroit où vous savez que vous pourrez sortir chez vous le soir sans être agressé, mais ça, il se distingue aussi par rapport à la sécurité dans le collège. Parce qu'aujourd'hui, le point de fixation de ce sujet, c'est l'ambiance dans les collèges. Les écoles maternelles, les écoles primaires posent pas de problème particulier parce que globalement, dans toute la France, moi j'en profite d'ailleurs pour dire que l'éducation nationale fait un travail toujours aussi merveilleux partout, y compris dans les quartiers, parce qu'on oublie de le dire, mais c'est quand même les seuls qui sont encore présents en permanence. Et objectivement, maternelle, primaire, pas de difficulté particulière. Quand vous arrivez au collège, tout bascule. Parce que la violence est dans les cours de récréation. Le niveau peut être extrêmement bas, la déscolarisation est très forte, et donc du coup, les familles ouvrières, mais qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes, je ne parle pas des familles de cadres supérieurs, évidemment, et je ne parle pas non plus des décideurs politiques qui vous chantent la mixité sociale en permanence, mais ne mettraient pas leurs enfants dans ce genre d'école, c'est évident. Moi, mon garçon est dans l'école de la République, dans un collège qui bénéficie d'aide publique dans le cadre des réseaux d'éducation prioritaire. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup tenu, que mes enfants soient dans l'école de la République. Après, je suis très respectueux de des écoles privées, mais voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Mais je suis derrière eux. Oui. Mais voilà, moi j'ai essayé de respecter cette règle aussi pendant toute ma vie, mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a des collèges où vous ne mettriez pas, où vous mettriez pas vos enfants. Moi, je pense que par ailleurs, il y a quand même de plus en plus de gens qui quittent spontanément l'école publique dans ces quartiers en tout cas. Et ça, c'est ce qui est en train aussi, d'une certaine façon, de distinguer l'habitat, les habitats les uns des autres. C'est-à-dire qu'on voit très bien, non seulement les quartiers, mais même les régions d'une certaine façon. Vous voyez bien, l'ouest parisien est en train de se spécialiser, la Seine-Saint-Denis s'est spécialisée de façon différente. C'est-à-dire que même si d'ailleurs il y a des quartiers de reconquête de la Seine-Saint-Denis, il y a des villes qui petit à petit redeviennent habitées par des classes moyennes, mais il n'empêche que petit à petit les territoires se sont spécialisés et on a beaucoup moins de mixité sans doute qu'on l'avait, que moi j'avais quand j'étais enfant. Moi j'étais fils d'ouvrier, mais j'habitais une ville où globalement tout était à peu près mélangé, où on pouvait, tout en étant fils d'ouvrier, j'étais ami avec le fils du pharmacien, quoi. Donc ça n'existe plus. Hein, ça, c'est totalement terminé. Donc cette distinction des territoires, il est évident qu'elle remet en cause complètement toutes les grandes idées qu'on peut avoir sur la mixité sociale, la lutte contre les inégalités sociales, urbaines, etc. Il n'y a pas très longtemps, dans un débat sur un plateau télé, une parlementaire m'a dit « mais tout ça, c'est lié à la pauvreté ». J'ai dit « oui, mais si vous y réfléchissez, c'est une tautologie, la pauvreté, parce que comme vous mettez des familles très pauvres dans ces quartiers où on n'a pas le choix, qui n'ont pas le choix d'aller ailleurs, forcément, ces quartiers-là sont des quartiers pauvres, d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais est-ce que c'est la pauvreté qui est à l'origine de l'insécurité ? Alors là, ma réponse, elle est claire, parce que là, il y a beaucoup de travaux en dehors de la France qui ont été faits. Non. Voilà. On peut être d'une famille très modeste et rester honnête toute sa vie.
D'ailleurs, dans les régions ouvrières, de tradition ouvrière, comme les Ardennes par exemple, c'est complètement évident. C'est-à-dire qu'on peut être de famille très modeste, mais avoir une morale. Et moi, d'ailleurs, par expérience, j'ai fini par comprendre que souvent la morale était plus proche, enfin plus présente en tout cas dans des familles modestes, mais avec des principes, que dans des familles plus aisées, dans lesquelles on avait oublié un peu les principes moraux qu'on nous enseignait quand on était môme. Donc, on a aujourd'hui aucune corrélation possible entre la pauvreté des habitants et la délinquance. Donc c'est bien autre chose, et c'est ça le problème. Et donc on est aujourd'hui dans ces difficultés. Alors si je reviens... Combien de temps il me reste, pardon, parce que comme je suis bavard, je n'ai pas regardé l'heure. Un quart d'heure. Si on revient à l'origine de ces quartiers, qu'est-ce qui posait problème à l'origine, qu'est-ce qui pose problème? Il faut se souvenir, on a en France des quartiers HLM qu'on a construits dans les années 50 et 60, après-guerre. Pourquoi? Parce qu'on avait des problèmes de logement considérables liés à la guerre. Dans les Ardennes, où il y a eu beaucoup de destruction, on le sait, mais ça a été dans le cas dans l'ouest de la France, en région parisienne, etc. Donc on a une population qui vient de la province, pas de logement. Moi, je me souviens, quand j'étais môme, il y a des gens qui habitaient encore dans des wagons, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de logement. Donc on a fait des logements en catastrophe, dans des secteurs éloignés des centres-villes pour des raisons de prix du foncier, ce qui explique que les quartiers sont souvent très loin des centres, et donc on a logé en catastrophe des familles dedans. C'était destiné à être provisoire. C'est-à-dire qu'on avait une conception du logement social qui était provisoire. La conception globale de l'habitat, c'était le passage du logement HLM à l'achat d'un pavillon. C'était le parcours résidentiel, comme on l'a appelé après, qui permettait à chacun de devenir propriétaire. C'était ça le mode. Voilà. Et en 1975, quand la crise économique est arrivée, ces logements étaient pratiquement vides. J'exagère, mais ce n'était pas complètement vide. Mais enfin, en tout cas, une partie de la population française avait déjà quitté le logement HLM et avait commencé à s'installer dans les zones pavillonnaires. Et à ce moment-là, se passe un phénomène qu'on n'a pas du tout prévu, qui est que le gouvernement de l'époque de M. Giscard d'Estaing, mettant fin à l'immigration professionnelle pour la raison de la crise, ouvre la brèche, de façon involontaire, à l'immigration familiale, par une suite de décisions du Conseil d'État, etc. Et donc, du coup, les travailleurs immigrés maghrébins, qui avaient aucunement l'intention de retourner au Maroc ou en Algérie, pour la simple raison que, de toute façon, la crise s'est vissée aussi de l'autre côté de la Méditerranée, sont restés et ont fait venir leur famille, ce qui n'était pas le cas avant. Et d'un seul coup, on a commencé à faire venir des populations via cette immigration familiale qui a occupé le logement qui était vide en secteur HLM. Et c'est comme ça que tout a basculé. Donc, et ça a basculé aussi, pourquoi? Parce que on n'a pas donné à ces populations la possibilité de rentrer elles-mêmes dans un parcours résidentiel. Alors pourquoi? Alors, il y a des études aussi qui ont été faites. D'abord parce que beaucoup de ces familles, encore aujourd'hui, même à la 3e génération, continuent à penser qu'il vaut mieux avoir une maison dans le pays d'origine plutôt qu'ici en France, ce qui est aussi un des problèmes de l'intégration, hein. Et que par ailleurs, le logement HLM, c'est un logement pas cher. Objectivement, c'est un logement pas cher. Moi, je trouve que c'est un piège pour les gens qui y habitent, mais non, il n'empêche que quand vous payez 500-600 euros par mois... Vous pensez qu'il peut y avoir l'APL aussi avec parfois l'APL. Si vous habitez, moi je l'ai vu sur Grigny par exemple, vous avez des gens qui avaient des loyers résiduels à 40 ou 70 euros. Donc si vous êtes dans cette situation, pourquoi vous allez quitter un logement pour aller payer fort cher l'achat d'une maison ou d'un appartement? Donc le système s'est complètement verrouillé. Et il s'est d'autant plus verrouillé qu'entre-temps, on a rajouté toute une série de dispositions, et notamment le logement HLM à vie, qui d'une certaine façon est une forme de socialisation du logement qui n'existe là aussi qu'en France. C'est-à-dire que vous êtes en logement HLM, vous n'avez pas de bail, vous avez une durée illimitée. Et d'une certaine façon, certains pensent même qu'il est héréditaire. Et c'est comme ça que s'est créée la consolidation des mêmes familles dans les mêmes territoires et le sorte de sentiment d'appropriation qu'ont ces familles
qui vivent depuis toujours au même endroit et qui sont absolument persuadés, enfin, vous les voyez comme moi, qu'elles sont propriétaires de leur territoire. D'où tous ces phénomènes de défense du territoire chez des jeunes qui sont nés, dont les parents étaient nés parfois dans le même territoire, sur le thème « Moi j'habite à Haut-Tarteret, je n'habite pas à mon conseil, les gens de mon conseil sont tous des ennemis, et donc à chaque fois que je peux, je vais aller sortir de mon quartier pour taper sur les gens de mon conseil. » Mais ils ne sont pas propriétaires, parce que le logement social en France, c'est globalement une propriété publique. Parce que je parle du logement social public. C'est une propriété publique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une grande partie de ce logement qui est payé par l'impôt, et on revient à notre thème, qui est payé par les épargnants via les caisses d'épargne et la caisse des dépôts. Hein. Et donc tout ça entretient des logements pas chers dans lesquels les gens se sont appropriés les espaces comme s'ils n'appartenaient pas à la République. C'est comme ça que s'est fait petit à petit le séparatisme des territoires par rapport à... Voilà. Alors si on imagine que les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Un phénomène d'immigration familiale qui continue et qui est en train de s'amplifier et dont on attend une deuxième vague. Alors la première vague, c'est la suite de l'immigration familiale qui se poursuit, 90 000 personnes l'an dernier, chiffre du ministère de l'Intérieur, de l'immigration maghrébine pour l'essentiel, ça continue d'être la première immigration en France, et la nouvelle immigration qui arrive, les demandeurs d'asile, Afghanistan, Soudan, Érythrée, qui arrivent par dizaines de milliers, qui finissent par s'installer en France, soit ayant bénéficié de l'asile, soit étant régularisés, et qui sont des hommes jeunes, 18-25 ans, qui, dans moins de 5 ans, commenceront à faire venir des familles d'Afghanistan, etc. Et cette deuxième vague-là, qu'on n'a pas encore anticipée, elle va produire exactement les mêmes effets, puisque de toute façon, on n'a pas de logement à leur offrir. 2 chiffres. L'an dernier, 275 000 entrées sur le territoire national, nouveau titre de séjour, 75 000 logements construits. L'objectif était de 100 000. Donc, même s'il était de 100 000, vous faites rentrer 250 000 personnes, vous avez 100 000 logements à offrir, vous avez un gap considérable. Conséquence, le logement social devient un logement de privilégié. Parce que toute une partie de la population, y compris française, n'accepte plus le logement social. On voit le temps qu'il faut, ici à Paris, il faut 15 ans pour avoir un logement social. Donc ça devient un luxe d'accéder au logement social. Et les gens n'habitent plus, les plus pauvres de nos concitoyens n'habitent pas en logement social, ils habitent dans ce qu'on appelle le logement social de fait, c'est-à-dire beaucoup dans des centres-villes dégradés, dans des sous-locations, dans des copropriétés dégradées, etc. Donc on a en fait créé une nouvelle couche de pauvreté invisible, qui souffrent et qui ne se manifestent pas parce qu'elles ne participent pas aux émeutes urbaines. Et au-dessus, on a une couche de... Alors, j'ose pas dire privilégiés, parce que le mot serait trop fort, en tout cas de gens qui bénéficient d'un système qui est financé par l'État et dans lequel, en plus, pour lesquels ils n'ont pas le respect le plus grand, puisqu'on les voit régulièrement brûler, qui des écoles maternelles, qui des gymnases, etc. Ce qui est absolument terrible, parce qu'à chaque fois qu'il y a un équipement comme ça qui est brûlé, c'est 2 millions, 3 millions d'euros de reconstruction. Et les assurances ne prennent pas tout en charge, quoi. Donc, on a vraiment cette situation. Voilà donc, en gros, ce que je pouvais vous dire sur la politique de la ville. Je pense, alors je fais la distinction entre politique de la ville et politique de rénovation urbaine, parce que la politique de rénovation urbaine, elle est absolument nécessaire. Les bailleurs sociaux sont sans doute un peu responsables de la dégradation de ces immeubles, mais enfin il n'empêche qu'ils étaient quand même dégradés, et donc il fallait les remettre en état. Le problème, quand même le plus terrible, c'est que des quartiers qui ont été complètement réhabilités, qui sont parfois très beaux, dans lesquels on habiterait très volontiers, continuent de connaître les mêmes émeutes qu'avant. Merci Michel Auboin. Je rappelle que vous avez été préfet pendant de nombreuses années. Peut-être une première question avant de passer la parole à nos amis députés. Le trafic de drogue dont on parle finalement pas, mais qui est sous-jacent, parce qu'on le voit aujourd'hui beaucoup dans les délits, dans les affrontements entre bandes, on voit que finalement c'est le dénominateur commun. Est-ce que ça, c'est pas un sujet fondamental aujourd'hui dans cette insécurité qui monte et que l'État n'est pas un peu laxiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de politique anti-drogue aujourd'hui en France,
Enfin, il y en a un tout petit peu, mais il n'y a pas vraiment de volonté. Et est-ce que finalement, ça ne vient pas consolider ces mésactions et ce climat ambiant qui se dégrade rapidement? On le voit dans les dernières affaires, c'est systématiquement lié, pratiquement, à des affaires de stupéfiants. C'est important, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cœur du sujet. C'est important parce que ces quartiers isolés, dans lesquels vous avez une main-d'œuvre assez nombreuse de jeunes qui sont déscolarisés, c'est des enfants qui se déscolarisent à 13 ans, à partir de la 5e, 4e, qui vont plus au collège. On a un phénomène actuellement qui est assez fort. Alors, en plus, il est évidemment amplifié par le confinement, hein, c'est clair. Donc, vous avez des enfants qui suivent pas du tout les cours au collège. Mais vous en avez beaucoup qui se déscolarisent dès qu'ils ont une sanction qui les oblige à aller dans un collège voisin. Pour pas se faire casser la figure dans le collège voisin, ils ne retournent pas au collège. Personne ne s'en occupe. Ça fait des dizaines de milliers de gamins qui sont dehors et qui n'ont rien d'autre à faire d'une certaine façon que de participer à la petite activité délinquante du quartier. Alors le problème de cette délinquance, c'est que évidemment elle a monté en puissance puisqu'on l'a laissé faire, et donc aujourd'hui c'est une grosse criminalité bien organisée, armée, qui est capable de régler des comptes et qui fait des morts. Et ça, à un certain moment, ça va finir par devenir dangereux, parce que on n'est pas encore aux gangs qu'on peut connaître dans des pays américains en particulier. On n'est pas du tout au niveau de la mafia italienne, c'est clair. Hein, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais on a quand même une situation qui devient assez dangereuse, parce que les armes qui sortent, ça fait longtemps qu'elles sont dans les quartiers, mais les armes qui sortent, à un moment ou à un autre, ça va finir par faire des victimes collatérales, et même d'ailleurs ça fait des victimes tout court, et c'est pas une très bonne chose. Donc ça c'est la première chose. Après, le trafic de drogue, il est facile à conduire dans les quartiers, c'est clair, parce que c'est difficile d'y rentrer pour la police. Donc du coup, tous les trafics peuvent, mais pas uniquement le trafic de drogue, hein, tous les trafics peuvent y prospérer. Je ne crois pas que si on arrêtait le trafic de drogue, on arrêterait la violence, pour tout dire. On a aujourd'hui des phénomènes de bandes, je suis en train de travailler dessus avec un certain nombre d'élus, de bandes de gamins qui s'entretuent à l'arme blanche, vous l'avez vu, des exemples très évidents. Quand vous avez des jeunes de 13 ans, 14 ans qui sont capables de se tuer, on n'est pas du tout dans l'activité délinquante. Donc c'est un autre problème. Il y a une sorte de violence générale qui s'est greffée sur ces quartiers, et des quartiers qui sont en train de se multiplier. Parce que l'autre problème du logement social, c'est qu'on a beaucoup multiplié les logements sociaux depuis la loi SRU en particulier, obligeant toutes les communes à en avoir, mais on a déplacé des familles qui posaient des problèmes dans certains quartiers, dans d'autres quartiers, et donc tout ça finit par créer une forme de contagion. Donc je ne crois pas trop. Alors j'entends beaucoup la dépénalisation du cannabis. En fait, le problème, moi je n'y crois pas, mais parce que on va quand même avoir du mal à expliquer aux Français qui n'ont pas le droit de fumer qu'on a mis à mal l'économie du tabac en France, hein, et qu'à la place, j'entendais le jour les agriculteurs dire on va faire du cannabis dans le Périgord, on faisait du tabac avant. On a interdit le tabac et on va faire le cannabis. Mais il se consomme comment le cannabis, si ce n'est avec du tabac? Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je veux dire, on a quand même... Moi j'étais évidemment contre le tabac, j'ai lutté contre ça comme tout le monde, mais il n'empêche qu'il y a un moment, il y a une question de liberté individuelle. Objectivement, si le tabac fait des dégâts, le cannabis aussi. Et on ne voit pas très bien comment on pourrait continuer à interdire le tabac en autorisant le cannabis. Donc on a un vrai problème. Et puis par ailleurs, personne ne sait comment on pourrait le vendre. Et d'ailleurs, si vous le vendez, on ne va pas le donner à vendre aux dealers des quartiers quand même. Hein. Donc si vous le donnez à vendre dans des officines du type bureau de tabac, vous allez enclencher la guerre. D'ailleurs, le président qui a demandé à ce que la police mette en place des mesures plus répressives dans les quartiers est en train de comprendre que le rapport de force est difficile, parce que vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'actuellement, la police tape dans les quartiers, enfin tape pas les quartiers, mais les dealers dans les quartiers, et la réaction, elle est extrêmement vive partout. Monsieur le député, une réaction? Oui, une réaction par rapport... C'est toujours intéressant, quand on est élu de la République, d'avoir un échange avec un haut fonctionnaire qui a, j'allais dire, vécu aussi les choses de l'intérieur. Et moi,
je souscris aux propos, je ne suis pas toujours d'accord avec les hauts fonctionnaires, mais là je souscris tout à fait à ce qui vient d'être évoqué, notamment la question de la mixité sociale, parce que ayant encore la chance d'être conseiller départemental, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la collectivité de rattachement du premier bailleur social du département des Ardennes, c'est le département. Donc je suis encore membre d'un conseil d'administration d'Office public de l'habitat et membre de la commission d'attribution de logement. Donc cette question de la mixité, et notamment dans les zones détendues, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les zones tendues où effectivement il faut attendre des années et des années avant d'avoir un logement, mais dans des départements plus petits, moins attractifs, il y a de la place pour loger les personnes. Et on le voit bien, même s'il y a de la place, aujourd'hui l'objectif d'un bailleur social dans des départements peu attractifs, c'est de remplir effectivement les logements en question. Donc parfois, eh bien, dans les commissions d'attribution de logement, on ne fait pas forcément attention à ces questions liées à la mixité sociale, avec des quartiers qui ont été requalifiés, avec beaucoup de travaux, etc. Et ben voilà, comme c'est dans des petits départements, tout le monde aussi un petit peu se connaît, donc le cousin veut être à côté de sa belle-sœur, les Turcs, ils aimeraient bien être tous dans la même entrée, parce que comme ils sont de la même famille et qu'ils sont copains, ça les arrange bien. Donc en fait, voilà, on ghettoise des gens d'une même origine, liés au pays, ou d'une même religion, ou voilà, se mettent ensemble, et tout ça commence aussi petit à petit à disparaître. Et c'est très difficile, effectivement, de mixer les populations, même dans des quartiers qui ont été requalifiés. Le point sur la dépénalisation du cannabis, j'y souscris tout à fait. Le département des Ardennes concerné également. On voit dans l'actualité qu'il y a des citoyens qui règlent maintenant directement leur compte à des trafiquants et à des vendeurs de cannabis à l'entrée des immeubles. On le voit dans l'actualité du jour. Et voilà, les gens sont excédés de vivre ça et dépénalisés. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, je suis loin d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais cet après-midi, il a répondu très clairement à une question d'un parlementaire, aux questions d'actualité sur la dépénalisation du cannabis. Et j'ai été en phase totale avec Gérald Darmanin là-dessus, parce que penser une seule seconde que les trafiquants vont arrêter et ne vont pas se tourner vers d'autres substances parce qu'ils ont un train de vie, ces gens-là. Ils ont des grosses voitures, ils ont souvent beaucoup plus de biens que le gars qui se lève le matin à 7 heures pour aller bosser pour 1 500 € par mois. Et donc, à partir du moment où ils ont un train de vie important avec beaucoup de revenus liés à ce trafic, bah, automatiquement, il faudra qu'ils gardent ce niveau de revenus. Et donc, ils se tourneront vers d'autres produits. Et pensez aussi que sous prétexte qu'on n'arriverait pas à bout de ce trafic, de légaliser, bah, étant donné qu'on n'arrive pas à bout du trafic de cigarettes, il n'y a qu'à légaliser les cigarettes qui viennent de l'étranger. Puis comme on n'arrive pas à venir à bout du trafic d'armes, bah, finalement, pourquoi pas légaliser, comme aux États-Unis, le fait d'avoir chacune et chacun d'entre nous une arme sur soi. Enfin, cette idée de on n'arrive pas à contrôler ou de venir à bout d'un fléau, de le légaliser, moi je trouve que c'est particulièrement dangereux. J'ai été à l'initiative d'une tribune des parlementaires, sénateurs et députés les Républicains contre la légalisation du cannabis. C'est quelque chose aussi que je revendique et j'ai pris des exemples très personnels quand j'étais plus jeune. Alors sur les réseaux sociaux, je me suis fait un petit peu charrier par des jeunes qui disaient « Ah bah oui, il avait plus de copains quand il était au lycée ». J'ai fait une jeunesse tout à fait normale. Je vais vous dire, quand je dis normal, c'est vraiment normal, d'un jeune de 16, 17, 18, 19 ans qui faisait la fête avec ses copains plusieurs fois par jour. Et j'ai jamais touché à ça, et à un moment, les parcours bifurquent parce qu'il y en a qui basculent, et je peux vous dire que des gens qui sont de la même génération que moi, qui sont aujourd'hui à des drogues très dures, une chose est sûre, c'est que ceux qui sont à la coke et à l'héroïne sont passés tous par le cannabis au départ. Et moi, je vois les dégâts que ça fait auprès de toute une génération, et là-dessus, on est totalement en phase, et je crois qu'il faut au contraire être ferme sur ces questions si on ne veut pas voir toute une génération basculer. Alors voilà, on dit aussi, ah bah oui, les bobos dans les quartiers qui fument leurs petits pétards le samedi soir, etc., c'est sympa. Mais voilà, là, on n'en est pas là. Et je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure des choses et surtout que l'autorité de l'État soit bel et bien présente dans tous ces quartiers. C'est pas facile. C'est vrai que ça sous-entend aussi des moyens, des recrutements, etc. Mais voilà, c'est pas possible, comme on vient de le voir ces dernières 24 heures, que les citoyens règlent eux-mêmes les problèmes à l'entrée de leur immeuble. Là, on commence à franchir. Ça fait peur quand même. Donc, il faut vraiment reprendre les choses en main. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? C'est un peu particulier, parce qu'évidemment, nous sommes en visioconférence. Alors, il y a notamment, non pas un député, mais un membre de Contrôle Associé, il y a très peu de membres, mais il y en a quelques-uns de Contrôle Associé qui suggèrent
C'est ce qu'Esther Duflo, prix Nobel, a préconisé en Inde, une méthode pour tester l'efficacité des politiques de lutte contre les inégalités en comparant des quartiers diversement traités. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, hein, Michel Auboin. Oui, c'est toujours un aspect un peu étrange, mais en tout cas, on pourrait faire des études suivies sur plusieurs années en comparant des échantillons différents en fonction de leur traitement par des politiques publiques pour voir la différence. Parce que il s'est passé quand même autre chose d'ailleurs dans cette histoire de la politique de la ville, c'est qu'à un certain moment, sous le ministre François Lamy, on a estimé qu'on avait trop de quartiers de la politique de la ville, parce qu'on éparpillait beaucoup les crédits de la politique de la ville, et du coup on a restreint le champ de cette politique de la ville. D'un point de vue de la politique publique, ça pouvait avoir du sens, mais alors du point de vue de l'efficacité, ça conduit en fait à cette situation que vous décrivez d'ailleurs tout à l'heure très bien, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une discrimination incroyable entre les quartiers qui sont traités par la politique de la ville et ceux qui ne sont pas traités par la politique de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous les crédits sont concentrés sur 1400 quartiers, mais que vous avez plusieurs dizaines de milliers de quartiers en France, vous avez des quartiers qui ne sont pas du tout traités. Et donc vous avez une dégradation. Parce que quand vous mettez de l'argent dans un quartier à des hauteurs parfois impressionnantes, de plusieurs centaines de millions d'euros, quand vous mettez beaucoup d'argent sur un quartier, tout le monde en met. Le bailleur, les collectivités locales, etc. Et comme l'argent ne se multiplie pas, là où les bailleurs mettent de l'argent, évidemment, ils le prennent ailleurs. Et donc vous avez des quartiers qui sont en déshérence complète parce qu'ils ne sont pas dans le cadre de la politique de la ville. Moi j'ai connu une époque où les élus rechignaient un peu à rentrer dans la partie politique de la ville parce que c'était un peu... Comment dire, ça rendait la ville un peu visible et donc on avait, on avait un peu peur des conséquences. Aujourd'hui, tout le monde voudrait bien dans la politique de la ville d'une certaine façon. Et ça pose un vrai problème d'équité. Parce que pour le coup, ça pose un vrai problème d'équité. C'est-à-dire que vous avez quand même aujourd'hui, en matière de pauvreté, c'est évident. J'ai parlé tout à l'heure évidemment de la pauvreté urbaine dans les centres-villes, qui est de plus en plus visible, mais vous avez aussi la pauvreté du monde rural, je veux dire, qui est très très forte. Moi je suis allé en Picardie faire quelques travaux, c'est quand même terrible. Et avec des consommations, alors là, même pas de cannabis, mais de crack de basse qualité, avec des dégâts dans la population des jeunes considérables. Donc ça, c'est pas du tout traité, parce qu'on a concentré tous les crédits sur quelques quartiers. Et voilà. Alors on aurait pu faire des études comme ça depuis 40 ans. Si on avait commencé il y a 20 ans, par exemple, on saurait aujourd'hui quels sont les effets de telle ou telle action. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien du tout. Quelles seraient les actions prioritaires selon vous à mener maintenant pour essayer d'enrayer finalement ce phénomène à la fois d'insécurité, de ghettoisation Bon, d'abord en termes de sécurité, je ne crois pas qu'on soit capable de reconquérir nos quartiers en une seule fois. C'est juste une question de rapport de force. On a, il ne faut pas l'oublier, 135 000 policiers. 135 000 policiers, mais vous enlevez évidemment tous ceux qui font du renseignement, du judiciaire, et les congés, etc. Ce qui fait que chaque jour qui passe, vous avez 10 000 policiers ou 15 000 policiers qui sont disponibles sur le territoire national. En face, vous avez 1400 quartiers qui peuvent mobiliser au minimum 1 millier de jeunes. Bon, vous faites le calcul et vous avez vite compris que vous ne pouvez pas mettre un policier contre 20 personnes en permanence. Surtout qu'en face, vous avez des gens qui commencent à être aguerris au combat urbain d'une certaine façon, qui commencent à avoir des instruments de défense, qui commencent à avoir des armes aussi. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc je crois pas, franchement, je ne crois pas à une technique qui consisterait à reprendre pied dans l'ensemble des quartiers. Je pense qu'on va être obligé de le faire quartier après quartier. Je vois pas comment faire autrement. Ensuite, quand on aura repris pied dans les quartiers, il faut sans doute pour certains d'entre eux casser des logiques urbaines d'enfermement ou d'isolement. Donc ça, c'est un travail qui a déjà été fait par l'ANRU, mais qu'il faut multiplier. Il y a des quartiers dans lesquels vous ne pouvez pas pénétrer physiquement. Alors, si vous ne pouvez pas pénétrer physiquement, vous et moi, la police ne peut pas plus que nous, et ça devient très compliqué pour agir, quoi. Donc ça, vraiment, il faut y revenir là-dessus. Et puis ensuite, je pense qu'il faut mettre fin au logement inconditionnel. Moi, je plaide pour des baux à durée limitée, avec une révision de la situation des personnes.
personnes, pour 2 raisons. D'abord, j'ai suivi de près l'attaque des voitures de police à Viry-Châtillon, vous vous souvenez. Bon, c'est des jeunes qui appartiennent à un gang de la rue Serpente, que tout le monde connaît, qui ont attaqué ces voitures. Rue Serpente à la Grande Borne. Évidemment, comme la justice pouvait difficilement agir, puisqu'ils étaient tous masqués, c'était très difficile pour elle de définir les rôles, et d'ailleurs, ils n'ont jamais réussi à trouver. Bon, ces jeunes-là, ils sont tous nés dans la rue. Ils sont tous propriétaires de cette rue et ils considèrent que, comme ils sont propriétaires de la rue et du quartier, personne n'a le droit de rentrer, et surtout pas la police. Mais vous et moi, c'est pareil d'une certaine façon. Hein. Donc, après le jugement, tous ceux qui sont partis libres, parce qu'une partie d'entre eux n'ont pas pu être jugés, ils sont partis où? Dans leur rue Serpente. Hein. Est-ce que c'est normal? Je ne parle pas de la justice. Est-ce que c'est normal que des individus qu'on connaît, tous les maires que j'interroge, ils les connaissent, les gens, hein, que ces gens-là continuent d'occuper les mêmes logements, etc. Les gros bonnets de la drogue en France, ils habitent au milieu des quartiers, c'est là où ils sont le plus tranquilles. En dehors de ça, vous avez raison, quand on fouille un peu, ils ont tous des riads à Marrakech, des hôtels en Côte d'Ivoire ou à Phuket en Thaïlande. Mais eux, ils vivent dans les quartiers, c'est là où ils sont protégés, quoi. C'est un peu le système de la mafia italienne en Calabre qui vit dans des petits villages où personne ne les voit, et pauvrement. Donc ça, c'est un phénomène qu'on pourrait mettre fin si on arrêtait ce système du logement en permanence. Ce qui est un piège. Moi, il se trouve que dans mes proches, au cours des dernières semaines, j'ai dû déménager 2 personnes âgées qui habitaient toutes les deux dans des HLM depuis les années 60. Bon. Ces gens-là, ils vivaient dans des conditions qui sont pas dignes. Pourquoi? Parce que, en fait, comme on n'a jamais vraiment rénové leur logement, vous aviez les installations qu'elles ont connues quand elles sont rentrées il y a plus de 40 ans. Et ça, on en voit plein encore de ça. Hein, moi, le truc que je vois le plus, c'est le chauffe-eau dans la cuisine, au gaz. Bon, excusez-moi, ça devrait pas être... On ne devrait plus en trouver. Quand on rénove, d'ailleurs, on les enlève. Bon. Eh bien, il en reste encore plein dans les immeubles. Et vous avez plein de personnes âgées. Vous avez 275 000 personnes âgées de plus de 75 ans qui continuent à vivre dans leur quartier. Ces gens-là, on les a trompés. Parce qu'elles ont, quand vous cumulez la totalité de leur loyer, même s'il n'est pas élevé, elles avaient largement de quoi s'acheter une maison. Bon. Elles ne l'ont pas faite par confort, parce qu'elles étaient dans leur logement, elles étaient chez elles ne voulaient pas partir, parce qu'elles avaient leurs amis autour d'elles, mais aussi parce que ce système qui fait qu'on n'est jamais venu les voir en disant « on pouvait pas rester toute votre vie, on va peut-être vous aider à faire autre chose », ça n'existe pas. Personne n'est jamais venu les voir. Personne. Voilà. Et ça, je pense que du coup, il faut bien se rendre compte que le logement social, c'est un piège. C'est-à-dire que si vous y restez toute votre vie, au bout du compte, vous avez largement financé votre appartement, hein, mais qu'à la fin, vous partez sans rien. Les 2 personnes en question dont je parle se retrouvent aujourd'hui en EHPAD. Heureusement qu'elles ont leurs enfants et leur famille pour leur payer l'EHPAD, parce qu'elles n'ont aucun capital. Tout ce qu'elles ont gagné, elles l'ont mis dans l'entretien de leur logement HLM qui ne leur appartient pas, quoi. Et ça, il faut faire attention aussi à ça, quoi, parce que ça revient à cette espèce de vision du logement qui est forcément sociale. En France, on aime les locataires, alors qu'on a longtemps aimé les propriétaires. C'était un peu l'objet, c'était de devenir propriétaire. Aujourd'hui, on n'aime pas les propriétaires. On a des politiques contre l'extension des zones pavillonnaires. On comprend pourquoi, ça prend beaucoup d'espace, etc. Mais comme on n'a pas défini d'autres types d'urbanisme, toutes les aides à l'accession à la propriété ont disparu. Hein, il y a quelques années, vous achetiez une maison, vous aviez la réduction d'impôt liée aux intérêts, ça a disparu. Donc, vous n'avez plus d'aide à la propriété. La propriété est devenue une sorte de gros mot. Voilà. Mais du coup, le logement ne peut pas être que du logement collectif social, quoi. C'est-à-dire, à un moment, on est en Europe le pays qui avons le plus de logements publics sociaux. Hein. On ne peut pas continuer à en avoir davantage encore, quoi. Et en même temps, vous faisiez le lien tout à l'heure entre l'immigration professionnelle avant 1974 finalement, et puis depuis Giscard, le regroupement familial. Et est-ce que finalement, on ne peut pas s'interroger sur le fait qu'une partie de cette immigration-là vient chercher aussi finalement cet aspect social qu'il y a en France, et que arrivant dans des dispositifs avec effectivement des logements sociaux, des aides sociales, se conforte dans un statut
qui les empêche aussi par ailleurs finalement de s'intégrer, parce que la question qu'il y a réellement derrière, c'est celle de l'intégration, et on peut même se poser la question de la volonté réelle de s'intégrer, d'autant plus qu'avec l'arrivée du câble, on s'est rendu compte qu'ils ont recréé parfois des communautés finalement dont ils ne veulent pas ressortir et qui se nichent dans les quartiers, il faut le dire. Est-ce que c'est pas finalement une question d'intégration dans le fond? Oui, alors ça, c'est ce que pensaient d'ailleurs mes collègues qui traitaient de la politique de la ville en me disant, en fait, la vraie politique, c'était la politique d'intégration. Et la politique d'intégration a peu à peu disparu, ses crédits ont été rognés année après année, et on n'a plus fait que de la politique de la ville. Mais en fait, c'est vrai que la politique d'intégration aurait dû être un élément important de nos politiques, ça c'est clair. Alors après, est-ce que les migrants viennent chercher le confort de ceux d'aujourd'hui? Je crois pas, parce que en fait, ceux qui viennent et dont j'annonce les flux d'immigration familiale, ces gens-là, ils viennent par hasard. Parce qu'en fait, ils viennent en Europe. Les Afghans, par exemple, ils viennent pas en France, ils viennent en Grande-Bretagne. Mais comme ils sont arrêtés à Calais, ils ont fini par s'installer en France. Mais c'est par défaut qu'ils sont installés en France. Bon. On a eu comme ça, par exemple, les Tchétchènes. Vous vous souvenez, la guerre en Tchétchénie. On en a accueilli beaucoup en France, parce que c'était sympathique à l'opinion française. On n'avait pas compris que les Tchétchènes, qui étaient pas tchétchènes d'ailleurs, qui étaient russes, mais qui n'étaient qui étaient aussi des musulmans radicaux, en proie évidemment à cette guerre dans leur pays, avaient demandé l'asile de façon importante, l'avaient obtenu. Et en France, on reconstituait des petits morceaux de la Tchétchénie qu'on a à Strasbourg, par exemple, qu'on a vu à Dijon, etc. Et ces gens-là, ils n'ont... Alors, je ne veux pas stigmatiser les Tchétchènes par rapport à d'autres communautés, mais c'est le même fonctionnement que vous trouvez sur d'autres types de communautés. Eux, ils viennent pas en France pour profiter du système. Ils viennent en France parce que la France c'est confortable et on peut reconstituer sa propre communauté. Et donc en fait on les a laissés s'installer, c'est le même phénomène, dans des quartiers où ils ont retrouvé un mode de vie qui était le leur, et tout ça aujourd'hui organisé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, par la mosquée. Parce qu'au bout du compte, c'est aussi maintenant la mosquée qui détermine les territoires. Hein. Et donc la spécialisation des territoires, sur certaines villes de région parisienne en particulier que je connais bien, elle s'effectue par la mosquée. Donc vous êtes pakistanais, vous habitez près de la mosquée pakistanaise, vous êtes tchétchène, vous habitez près de la mosquée tchétchène, et vous avez des villes où vous avez 7-8 mosquées de nature différente qui se côtoient et qui sont en train de spécialiser. Donc les familles qui sont pas... Vous n'avez pas que des musulmans, hein, vous avez aussi des catholiques, parce qu'en fait vous avez aussi les catholiques africains qui eux-mêmes demandent à être regroupés autour d'une église. Donc le phénomène n'est pas propre à l'islam. Mais en tout cas la religion pèse énormément, et nous on ne saisit pas ça parce qu'on est un pays qui pense globalement, qu'on soit croyant ou pas, mais qui pense sans la religion. Alors qu'en fait eux arrivent tous de pays où tout est religieux. Donc c'est très compliqué de faire la liaison entre les deux. Donc je crois fondamentalement, je crois pas que ça soit le confort qu'offre la redistribution sociale à la française. Par contre, évidemment, quand vous y goûtez, c'est quand même confortable, quoi. C'est-à-dire que vous êtes demandeur d'asile, on vous offre un logement à l'hôtel. Voilà, c'est quand même sympathique, quoi. La France est quand même un pays sympathique, quoi. C'est clair. On n'a pas envie de la quitter une fois qu'on y est. Monsieur le député Pierre Cordier, vous vouliez réagir? Oui. Quelques réactions par rapport à ce qui vient d'être dit sur la paupérisation de zones rurales. Effectivement, il y a aujourd'hui aussi, ça ne passe pas forcément par le logement social, parce qu'on parlait des bailleurs sociaux, institutions, les offices HLM, etc. Mais il y a aussi beaucoup de propriétaires privés qui louent parfois des maisons ou des petits appartements dans des états plus que limites et qui profitent aussi d'un certain nombre de situations. Et j'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi concernant l'habilitation finalement donnée par la Caisse d'allocation familiale, le conventionnement des logements, qui posait une vraie difficulté parce qu'auparavant, pour qu'un logement soit conventionné et que le locataire puisse bénéficier de l'allocation logement, il y avait un contrôle qui était fait de la part de la CAF pour dire bon bah oui, ce logement est entre guillemets, il est louable. Il y a une salle de bain, une cuisine, enfin on peut l'habiter. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle. Donc il y a des logements qui sont loués par des propriétaires privés qui sont dans des états scandaleux. On le voit en région parisienne, mais pas que. Il y en a aussi beaucoup dans le département
département où je suis élu. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc il faut vraiment aujourd'hui que quand on conventionne un logement où les gens pourront bénéficier de l'aide au logement, il puisse être habitable. Et ça, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'argent dépensé, parce qu'il y a des gens qui bénéficient de l'APL. Vous évoquiez tout à l'heure un loyer résiduel de 30, 40, 50 euros. Parfois, on donne de l'argent aux personnes. Ça, c'est une vraie question aussi que les personnes qui nous écoutent doivent savoir. Parfois, les gens ont plus d'APL que le montant du loyer. Oui, c'est un truc qui est dingue. C'est-à-dire que les gens prennent de l'argent sur la caisse d'allocation familiale pour payer le loyer et ça dépasse. Donc ça dépasse jamais de 150 euros ou de 100 euros, mais c'est quelques euros à chaque fois. Moi, je le vois dans les commissions d'attribution de logement. C'est-à-dire que l'effort qui est fait par le locataire, eh bien, il est inférieur au montant du loyer. Faut quand même, c'est un truc de dingue, mais ça existe dans notre pays. Ça, c'est le premier point. Donc la paupérisation, les zones rurales, les logements à contrôler de la part de la CAF, ça me paraît être un élément important. Et puis, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le parcours aussi résidentiel, vous l'évoquez avec des gens qui vous sont proches. Moi, je l'ai connu aussi avec des gens qui étaient proches, qui, dans les années 60, ont loué ces appartements qui étaient finalement du luxe, parce qu'il y avait beaucoup de logements hérités de la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans des conditions type baraquement, etc. Ça existait en province, il faut le savoir. Et quand ces logements-là ont été construits dans des quartiers tout neufs, moi, j'ai mes grands-parents, ils y ont habité à Charleville-Mézières, et c'était super. Et j'ai des souvenirs au début des années 80 pour avoir été chez eux, donc j'avais un peu plus de 10 ans, et bien je me souviens que ça commençait sérieusement à se dégrader dans ces logements-là qui étaient très attractifs. Et puis un autre élément sur lequel je veux rebondir par rapport à ce que vous évoquiez tout de suite, sur ces populations qui arrivent en France aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a eu une immigration dans les années 50 et 60 pour venir travailler dans toutes nos entreprises en France parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre et que ces personnes qui étaient la plupart du temps, qui venaient principalement du Maghreb, ont eu du mal à s'intégrer, ont eu du mal à avoir un logement, étaient obligés de travailler pour vivre. Alors c'est vrai que dans un premier temps, ils renvoyaient les sommes qu'ils gagnaient dans leur pays pour que leur famille puisse vivre correctement. Et après, les gens sont venus effectivement avec ce qu'avait décidé Valéry Giscard d'Estaing. Mais moi, quand je discute avec ces Français aujourd'hui d'origine maghrébine, qui sont d'ailleurs très bien intégrés et qui respectent les lois de la République, ils me disent, mais tu sais Pierre, nous quand on est arrivés, des gens de ma génération, même un peu plus vieux, ben, on a eu énormément de mal à s'intégrer à la France, à avoir quelques revenus, à avoir un logement. Et aujourd'hui, ces Français d'origine maghrébine voient ces populations qui viennent d'Afghanistan, de Tchétchénie, d'Albanie ou de l'Afrique subsaharienne, qui arrivent, à qui on donne un logement, une somme. Alors, on ne peut pas les laisser mourir non plus, ces gens-là. La tradition française au niveau réfugié politique, etc., elle doit être maintenue. Et moi, j'y suis très attaché en tant que parlementaire. Mais à un moment, pour que les gens soient assimilés à la communauté, pour que les gens soient intégrés, il faut aussi qu'ils arrivent en nombre relativement restreint. Et c'est pas être fasciste que de dire ça. Et quand on se discute avec ces Français d'origine étrangère qui sont arrivés dans les années 50 ou 60, qui ont eu énormément de mal quand ils sont arrivés, me disent, ben, pour ceux qui arrivent maintenant, c'est vachement simple pour eux. Et on ressent une sorte de rejet de la part de ces Français d'origine maghrébine très bien intégrés, qui respectent nos lois, je le répète, par rapport à ces populations qui arrivent, à qui on file un logement, 800 balles, tira au resto du cœur, tiens, voilà un bon du CCAS, tiens, le conseil général va s'occuper avec une assistante sociale de trouver tel truc et tel machin, et on ressent ce rejet de la part de ces gens qui sont arrivés dans les années 50-60 et qui ont travaillé dur. Moi, chez moi, ils jardinaient, ils faisaient des jardins pour vivre, ils étaient principalement ouvriers, ils n'avaient pas forcément non plus le même salaire que des Français de souche. Donc voilà, c'est aussi une réalité et il faut aussi se pencher sur ces questions parce que quand vous entendez des gens qui s'appellent Mouloud ou Mohamed qui sont arrivés dans les années 50 ou 60 et qui montrent du doigt ceux qui arrivent de ces pays, vous vous dites, il y a un problème là. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que sous prétexte qu'aujourd'hui on arrive de Syrie ou d'Afghanistan ou de Tchétchénie, qu'automatiquement ceux qui sont arrivés du Maghreb les accueillent à bras ouverts. Ils disent, nous,
On a eu du mal quand on est arrivé en France. Et ça, c'est un sujet aussi sur lequel je voulais m'arrêter parce que j'en connais beaucoup et ils me disent aujourd'hui, c'est rudement facile pour ceux qui arrivent dans notre pays et c'est aussi l'argent du contribuable. Donc à un moment ou à un autre, oui, la France doit être généreuse, oui, la France doit accueillir un certain nombre de populations, mais je dis à un moment, attention, il faut aussi pour intégrer et les assimiler, avoir un certain nombre, être limité dans l'accueil parce que quand vous accueillez 150 personnes chez vous, vous avez un peu de mal à les nourrir, surtout si vous avez une maison pour 15 et que dans votre frigo, il n'y en a que pour 10. Donc il faut aussi dire les choses et qu'à un moment, tout ça, ça se tarit quelque peu. Et je précise bien que je suis les Républicains, que je n'ai jamais voté Front National et que je dis aussi un certain nombre de choses que les Français qui bossent, etc. On peut être d'accord sur des sujets sans être fasciste ni rejeter l'autre sous prétexte qu'il n'a pas la même couleur de peau que nous. C'est un élément quand même que je veux ajouter et qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Vous avez raison de le rappeler. Peut-être une dernière question avant de conclure pour le préfet Michel Auboin. Avant, les quartiers étaient plutôt regroupés dans les grandes villes ou les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, des quartiers, il y en a partout en France. Comment vous expliquez qu'il y en ait autant en Bretagne que dans le sud, que dans l'ouest, que dans l'est, que dans des villes de province de moyenne taille? Et finalement, on a l'impression que toute la France, aujourd'hui, a des quartiers sensibles qui deviennent des quartiers prioritaires et on peut s'étonner justement de cette répartition finalement qui est très large. On a plusieurs phénomènes. Bon, d'abord, c'est vrai, on a quand même augmenté le nombre le nombre de logements sociaux partout en France, avec une obligation pour les communes un peu importante de construire du logement social. Donc c'est vrai que beaucoup de communes qui n'en avaient pas forcément, qui n'avaient pas la tradition du logement social, se sont mis à faire du logement social. Donc ça, c'est la première chose. Le logement social ne provoque pas forcément de difficultés. Il y a quand même plein de quartiers, heureusement, dans lesquels la vie est très paisible et où il n'y a aucune difficulté particulière. Et comme je le disais tout à l'heure, même des quartiers qui ont été très durs, je pense aux Mureaux par exemple, qui était dans les années 80, une commune qui était très dure, aujourd'hui elle est pacifiée. Donc c'est pas irréversible, quoi. Voilà. Et puis après, vous avez un autre phénomène alors celui-ci est plus lié au traitement de la demande d'asile depuis une quinzaine d'années, qui est la répartition sur le territoire national par l'État, d'une certaine façon, de tous les migrants. Je mets des guillemets migrants parce qu'on ne sait pas non plus très bien ce que ça veut dire, mais de tous les demandeurs d'asile, faux ou vrais demandeurs d'asile, pour éviter de reconstituer la fameuse jungle de Calais. Donc ce phénomène-là, il a existé. Vous l'avez beaucoup dans l'ouest de la France en particulier, où on a beaucoup accueilli autour de Nantes, etc., Angers, la Bretagne, dans des territoires où il n'y avait pas d'immigration, parce qu'il n'y avait pas d'emploi industriel. À l'origine, l'immigration, c'est comme les emplois industriels. Donc, et donc, il s'est retrouvé dans ces territoires des familles qui étaient complètement nouvelles par rapport à l'environnement. Alors là aussi, il ne faut pas se méprendre, c'est parce que vous avez des gens qui viennent, qui sont passés par la jungle de Calais, on va forcément déboucher sur des scènes de violence. Mais évidemment, si vous concentrez trop ces populations, à un certain moment, vous avez, parce que vous avez des modes de vie, etc., qui échappent un peu à la. Moi, je suis très surpris, par exemple. Par le nombre d'utilisations d'armes blanches depuis quelques années. Vous voyez bien, à peu près tous les crimes qui s'effectuent se font à l'arme blanche. Or, c'est pas une tradition française, l'arme blanche. Voilà, parce que les bagarres dont on parle tout le temps entre jeunes et entre villages, y compris quand j'étais jeune, ces bagarres-là, elles se faisaient pas au couteau, pardon de le dire, elles se faisaient au coup de poing. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et là aujourd'hui, on a des jeunes qui se battent à l'arme blanche et qui d'ailleurs se tuent aussi à l'arme blanche. Et d'une certaine façon, c'est une sorte de fait culturel. Parce que les armes blanches, pardon de dire aussi, c'est pas non plus ce qu'on voit dans les séries télé bas de gamme qui regardent à longueur de journée où on se tue on se tue à la Kalachnikov, mais pas non plus au couteau. Donc on a aussi des phénomènes culturels. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi importé des modes de violence qui n'existaient pas dans ce pays. Sans parler des jeux aujourd'hui, les jeux électroniques, les Switch, etc., où les gamins, il y a des scènes qui sont aussi. Il n'y a pas que la télé, je veux dire. Oui, il n'y a pas que la télé, bien sûr, évidemment. Ouais. Et donc,
tout ça est éparpillé sur le territoire national, et aujourd'hui on voit des scènes de grande violence dans des endroits. Moi j'ai été étonné au printemps dernier de voir des communes de la proche couronne parisienne, de l'ouest parisien, Suresnes par exemple, Meudon, alors franchement Vent, jamais vous n'avez entendu parler de la moindre difficulté, d'un seul coup passer au prisme des violences urbaines, et puis de plus en plus de communes, enfin même dans l'Ardèche, etc., dans des endroits où on n'imagine pas, parce que vous avez derrière une petite communauté qui s'est formée avec, à l'intérieur de cette communauté, des individus qui ont préféré la voie de la délinquance plutôt que la voie de l'intégration, quoi. Hein, donc, il faut toujours rappeler quand même que la délinquance, ça touche une frange de ces populations, une frange, mais comme c'est comme une frange active, et elle peut mettre le feu à des quartiers entiers. Mais évidemment, ça ne concerne pas la totalité des familles qui y habitent, heureusement. Mais voilà ce que je peux dire. Je vous remercie, monsieur le préfet Michel Auboin. Je rappelle l'ouvrage dont vous êtes l'auteur, 40 ans dans les cités, d'une enfance en HLM au ministère de l'Intérieur, aux éditions Presse de l'Incité, et je vous invite vivement à le lire. Je vous signale, avant de laisser la parole à Pierre Cordier pour nous faire part de son initiative parlementaire à venir, je vous signale également le numéro politique de la ville, une publication de contribuables associés que vous pouvez vous procurer sur le site touscontribuables.org, et qui est extrêmement riche d'informations actualisées. Alors, monsieur le député Pierre Cordier, je crois que vous êtes l'auteur d'une proposition de résolution dont j'aimerais que vous nous parliez, si vous voulez bien. Bien, écoutez, ça va faire l'objet de cette conclusion. Moi, j'aime beaucoup ces échanges, et c'est vrai que ce que j'évoquais tout à l'heure avec monsieur le préfet sur son expérience qui est la sienne, avec le parcours personnel qui est le sien, je crois que pour parler des sujets, au-delà de tous les rapports qui sont réalisés, de toutes les enquêtes qui sont faites, de commissions ici et là, je crois que ce qui est important, c'est de vivre les choses. Vous l'avez vécu dans votre parcours personnel. Moi, je le vis aussi en tant qu'élu aujourd'hui, en étant membre d'un conseil d'administration de bailleur social depuis 17 ans maintenant, et membre de commission d'attribution de logement. Et je crois que c'est important de pouvoir exprimer les choses avec des gens qui mettent les mains dans le cambouis, si vous me passez l'expression, et qui sont sur le terrain. Il y a tellement de gens qui parlent de sujets en restant systématiquement dans leur ministère et en écoutant des experts toujours plus avisés les uns que les autres, que ça fait du bien d'avoir aussi le fruit de parcours personnels comme le vôtre, et l'ouvrage que vous avez rédigé est particulièrement intéressant sur ce point, sur un parcours personnel. Oui, vous évoquiez à l'instant l'initiative parlementaire, puisqu'effectivement cette semaine sera déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ma proposition de résolution pour une création de commission d'enquête sur le coût et les résultats de la politique de la ville. Donc c'est le fruit aussi d'un travail qui part du constat que vous avez évoqué au don de contribuables associés, qui est le fruit de votre parcours, et puis moi de ce que je vis aussi dans un département de taille très modeste comme le département des Ardennes, mais qui est amplifié dans des départements beaucoup plus urbanisés. Et je crois que pour repartir sur des choses saines et essayer de faire en sorte, et on en revient aux propos introductifs de l'efficience de la dépense publique, et de faire en sorte qu'un euro qui va être dépensé dans un secteur, qui est aussi derrière un résultat, et surtout aussi que les populations qui sont bénéficiaires de ces dispositifs se rendent compte d'où vient l'argent. On est là aujourd'hui en campagne électorale. Les départements, c'est l'aide sociale, c'est aussi le logement, on l'a évoqué tout à l'heure, l'action volontaire que j'évoquais du département des Ardennes tout à l'heure dans le cadre de la politique de la ville et de la requalification d'un certain nombre de quartiers, où un modeste département comme le nôtre a mis 28 millions d'euros sur la table, et d'ailleurs à l'époque Catherine Vautrin était venue avec le président du département signer cette convention, que les habitants se rendent compte que c'est de l'argent public, que c'est aussi en partie l'argent de leurs impôts pour ceux qui en paient, et c'est vrai aussi que c'est une vraie question aujourd'hui, qui met l'argent dans le pot qui se voit être redistribué au profit de celles et ceux qui en ont besoin. Parce que les citoyens aujourd'hui se disent, mais cet argent, ça vient de... Je ne sais même pas s'ils se posent la question d'ailleurs de savoir d'où vient l'argent, c'est l'État c'est eux, c'est nous, voilà, on ne sait pas trop. Et je crois qu'il faut aussi flécher quelque part
d'où vient l'argent et dire aux gens, ben voilà, si on a refait aussi votre quartier, c'est avec l'argent des contribuables, c'est l'État qui a fait un effort, c'est les collectivités locales qui ont mis de l'argent sur la table pour améliorer votre vie quotidienne. Et l'objectif de cette commission d'enquête, c'est vraiment de remettre à plat un certain nombre de choses et finalement, pour conclure, d'arrêter de gaspiller cet argent où on ne sait pas d'ailleurs parfois où il va. Il est noyé dans des recettes et des dépenses d'associations, de bailleurs sociaux, voilà. C'est aussi une volonté de flécher un petit peu la dépense publique et de se rendre compte que là où l'État met le paquet, si vous me passez l'expression, il y a un résultat que l'on pourra constater derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je constate aussi au quotidien dans le cadre de mes responsabilités d'élu. Donc on verra bien la suite qui sera donnée à cette proposition de résolution, mais je crois que quelles que soient nos sensibilités, qu'on soit de gauche, de droite ou d'ailleurs, il est important simplement de se rendre compte de là où va l'argent et surtout comment il peut améliorer la vie de nos concitoyens, parce qu'il s'agit de ça, en fait, vivre mieux demain qu'on ne vit aujourd'hui. Je crois que c'est sur ce sujet sur lequel les élus, quelle que soit leur sensibilité, doivent travailler aujourd'hui. Voilà. En tous les cas, merci pour cette initiative et merci Monsieur le Préfet pour nous faire vibrer avec l'expérience personnelle qui est la vôtre. Merci Monsieur le député. Un dernier mot pour vous dire donc que cette PPR qui sera déposée par Pierre Cordier sera inscrite à l'Argus parlementaire et donc je vous invite à co-signer cette PPR puisqu'elle comptera dans votre note globale. Vous avez été nombreux ce soir à vous connecter à cette réunion et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Nous vous transmettrons l'intégralité de cet enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu y participer et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt et merci à nos intervenants de ce soir, Michel Auboin et le député Pierre Cordier. À bientôt.